Bonjour Nastasia Martin. Nous sommes sur lundi soir et pour contextualiser cette nouvelle série d'entretiens, je voudrais revenir sur les anciens entretiens qu'on a fait avec Catherine Malabou, Barbara Gloszowski et aussi par écrit avec Jean Violac. Ces entretiens nous ont permis de poser un certain nombre de questions concernant les articulations entre philosophie, anarchisme, anthropologie et ce qu'on peut en faire. Et Catherine Malabou, ce qu'elle nous a appris, c'était que les philosophes avaient vraiment du mal, Derrida, Foucault, Agamben, etc., à penser la possibilité des formes de vie autres, qui seraient de type anarchiste. Toujours, ils se posent la question, oui, mais anarchiste, ça veut dire sans principe, donc est-ce que c'est vraiment possible, réalisable? Et elle nous disait, Catherine Malabou, de fait, ça existe. Il y a des gens qui vivent dans d'autres formes de vie. Et elle concluait en disant que peut-être que l'anarchisme ou les formes de vie autres ne peuvent que, pour l'instant, témoigner de leur existence et pas les démontrer dans la rationalité telle que nous apposons son cadre. Et ça nous a mis la puce à l'oreille, témoigner. Il y a une discipline, en tout cas une science ou une discipline qui se penche sur prendre en compte sérieusement ce que disent, ce dont témoignent d'autres gens, sans chercher forcément à le réduire à une démonstration rationnelle ou essayer de trouver la possibilité de ce discours ou sa véridicité fondamentale. Bon. Et cette discipline, c'est l'anthropologie, en tout cas en partie. Pas que l'anthropologie, mais l'anthropologie joue ce rôle-là, d'écouter les témoins et de parler avec eux, les faire parler, les écouter. Et du coup, on a pu parler avec Barbara Gloszowski, qui elle, était dans un désert très différent du vôtre, puisqu'il y a le désert des sables chauds, brûlants, cramés du désert central australien. Elle allait voir les Walpiri, et grâce à elle, on a pu voir que non seulement c'était possible d'avoir d'autres formes de vie, mais qu'en plus, il n'y avait pas besoin de les réduire à une logique qui serait proprement occidentale, moderniste, rationnelle, etc. Par ailleurs, elle nous a montré qu'il n'y avait pas que ces gens-là, les Walpiri, mais toute une espèce d'alliance, système d'alliance possible entre plein de différentes formes de vie indigènes, autochtones, des Walpiri aux zadistes, en passant par les Bushinengue, par ceux qui se battent contre la mine d'or en Guyane, etc. Donc, une espèce de long réseau d'autres manières d'exister, était non seulement possible, mais simplement réel, quoi. On pouvait en témoigner. Avec Jean Violac, il y avait une question qui avait été posée, c'était comment ça se fait qu'on soit arrivé là? C'est-à-dire comment ça se fait qu'on soit arrivé à se bloquer dans la pensée, puis dans l'expérience, dans l'idée que c'était pas possible de vivre autrement. Et cette question ouvrait sur une autre question que Jean Violac formulait, qui était, à partir du moment où on s'est posé la question d'où vient qu'on soit bloqué, maintenant, comment s'en sortir? Et il se trouve que c'est des questions que vous posez dans votre livre, littéralement, vous dites que nous sommes arrivés à un moment de blocage dans l'expérience, un moment de blocage qui n'a pas cessé de s'emballer, ce blocage, ces 200 dernières années, et surtout ces 50 dernières années de manière très rapide. Sauf que votre livre, À l'Est des rêves, dont vous allez parler, dire le contexte, inscrit, on dirait qu'elle n'inscrit pas elle n'inscrit pas son objectif dans une question, mais plutôt dans la tentative d'avoir des réponses. C'est-à-dire que s'il y avait la question de savoir est-ce que l'anarchisme est possible avec Catherine Malabou, ou avec Jean Violac, comment on en est arrivé là, vous vous demandez pas tellement comment on en est arrivé là, mais vous êtes déjà en train de proposer comment on s'en sort. Et vous dites même que votre livre n'est pas une série de questions, mais surtout une réponse. Pas forcément la réponse, mais une réponse que vous trouvez chez les Évènes, dans le Kamtchatka, près de la rivière Isha. Alors, en quoi pensez-vous que votre livre est une réponse ? Bonjour Blaise. Bonjour. Oui, je pense que c'est vraiment important de rappeler que c'est pas la réponse, mais que c'est une réponse. Et par ailleurs, sur cette qu'est-ce que je viens de dire ? Que c'est pas la réponse, mais que c'est une réponse. Oui. Et par ailleurs, que sur cette question des questions, je pense qu'il y a vraiment un geste méthodologique qui court tout au long du livre, qui consiste à ne jamais clore le sens.
en fait, à la fin d'une histoire ou d'une stabilisation temporaire de concepts qui vont nous aider à comprendre des choses. Et il y a vraiment cette idée qu'en fait, il faut absolument laisser le sens ouvert, et notamment pour ne pas risquer de folkloriser, en fait, et donc de simplifier les formes de vie des événements avec lesquels j'ai vécu et travaillé. Ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Et alors comment vous en êtes arrivé à travailler avec les événements, comment vous les avez rencontrés, à partir de quelle hypothèse aussi vous êtes parti les voir? Comme vous avez écrit un autre livre qui sont Les âmes sauvages, vous étiez avec les Gwich'in en Alaska, à Fort Yukon, et c'était du coup de l'autre côté du détroit du Bering. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir du côté Kamtchatka? Alors l'envie de traverser le détroit et d'entamer un nouveau terrain au Kamtchatka, elle a véritablement en fait démarré à Fort Yukon. Et en fait, ça s'est noué autour de relations, de discussions récurrentes que j'avais avec Dacho, qui à l'époque était le chef tribal de Fort Yukon et qui était aussi d'ailleurs juge à Fort Yukon, qui lui avait eu la possibilité en fait de sortir du village pour faire des études de droit. Et son idée, c'était que c'était en réinvestissant la question juridique dans son village et en ne laissant pas la main à des juges américains blancs qui seraient venus de l'extérieur, qu'il allait pouvoir justement peut-être influer sur la question notamment de la réappropriation des terres, des droits d'usage, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un de très important dans la manière d'avoir su jouer avec les codes et les cadres occidentaux pour les subvertir. Mais bon, bref, on pourra y revenir. En tout cas, on avait de nombreuses discussions animées avec lui, et notamment, il y avait cette idée qu'il estimait qu'en fait, les Gwich'in étaient dans cette situation de précarité économique et de détresse physique et spirituelle, parce que en fait ils étaient tenus par le système social dans une forme de sédentarité, le village dans lequel ils avaient été regroupés à partir des années 1840-1850, avec toute la période de la missionnarisation, forme de sédentarité qu'ils n'avaient pas véritablement choisie, et qu'en fait c'était le social care, donc les sortes une forme de RSA en fait qu'ils recevaient en tant qu'autochtones dans le village, qui s'élève à plus ou moins $100 par mois, qui en fait les tenait là dans une possibilité d'aller au seul petit magasin de Fort Yukon qui globalement vend de la malbouffe, et juste à côté il y a un liquor store, et en même temps avec cet argent évidemment ils n'avaient absolument pas la possibilité d'acheter un billet d'avion pour sortir de Fort Yukon, parce que donc Fort Yukon c'est dans la région du Haut Yukon, au niveau de la rencontre entre la rivière Porcupine qui vient du Canada et la Yukon River. Et en fait, c'est une zone de taïga subarctique, et pour y aller de Fairbanks, il faut prendre un petit avion pendant 1h30. Donc, la possibilité de sortir lorsqu'on n'a pas d'argent, en l'occurrence, c'est juste impossible. Et par ailleurs, au même moment où les droits d'usage sur les terres se réduisaient à peau de chagrin, pour des raisons qui étaient liées à la fois à l'exploitation des ressources naturelles, les questions des grandes entreprises pétrolières notamment, qui soit exploraient, soit exploitaient déjà des puits de pétrole aux alentours du village dans cette région, et aussi dû en fait à la question des parcs nationaux, et notamment le Arctic National Wildlife Refuge, qui est le plus grand parc national américain et qui se situait juste au nord de Fort Yukon,
au sein duquel, évidemment, il n'était plus possible de continuer à chasser, à pêcher avec la même régularité qu'il l'avait fait. Donc on voit bien comment, en fait, les Gwich'in, avec leur manière de se relier au monde, qui passe par des pratiques concrètes, en fait, de chasse, de pêche, etc., ils étaient complètement coincés entre la dualité moderne que j'ai définie dans les âmes sauvages comme espèce qui fait un va-et-vient entre l'exploitation des ressources et la protection de la nature, mais qui en fait reflète très bien la conception qu'on a de la nature et de la manière dont on peut agir sur elle. Et donc en fait, ce même Dacho de dire si les structures économiques et politiques dans lesquelles on est inséré s'effondraient, évidemment que la plupart des habitants de Fort Yukon et des autres villages Gwich'in autour, la plupart d'entre eux en fait repartiraient en forêt. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'apprends à mes enfants à chasser, à pêcher, à connaître les chemins de la forêt, à connaître leur territoire de chasse, etc. Et là, évidemment, dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais attends, en fait, de l'autre côté du détroit, ça s'est déjà passé. En fait, il y a eu un effondrement systémique qui a vraiment eu lieu. Et alors, est-ce que ce que dit Dacho qu'il adviendrait en Alaska si l'argent n'affluait plus dans le village, en fait, tout simplement, est-ce que ça s'est passé de l'autre côté du détroit en Russie? Et donc c'est aussi pour cette raison, tout ça c'est vraiment ce qui a présidé à cette idée de traverser, mais il y a aussi des moments, enfin d'autres moments de fulgurance sur le terrain, et notamment ce que je relate dans la préface de la présence d'un radar en fait à Fort Yukon et dans la plupart des autres villages autochtones en Alaska, qui était pointé sur la Russie pendant la guerre froide et qui continue en fait d'être pointé vers la Russie, et les Gwich'in de me dire mais c'est évidemment il y a exactement les mêmes radars côté russe qui surveillent les États-Unis, enfin et en l'occurrence l'Alaska parce que c'est là où ils sont le plus proches, et puis en plus tu sais nous on a appris qu'on était non seulement on a appris le même jour que non seulement on était américain, mais qu'aussi en fait avant d'être américain on avait été russe. Donc voilà, en fait tout ça conjoint a fait que à l'issue j'étais dans les derniers moments de mon terrain, j'allais rentrer en France, finir l'écriture de ma thèse de doctorat, mais en fait à ce moment-là j'ai su que si je voulais poursuivre en fait ce travail de recherche, il allait falloir que j'élargisse en fait le spectre comparatif, et que j'allais pas pouvoir comprendre ce qui se jouait dans le Grand Nord en restant uniquement sur le triptyque changement climatique, politique de gestion de la nature américaine et réponse Gwich'in, réponse animiste Gwich'in face à ces deux aspects, et qu'en fait il allait falloir faire un pas en arrière en fait et élargir la focale pour aller plus loin en fait, tout simplement. Dans le livre, vous dites des choses très intéressantes, même pour l'anthropologie et pour les hypothèses de l'anthropologue quand il va sur un terrain, puisque vous dites que quand vous êtes allé voir les Gwich'in, vous aviez des hypothèses, mais scolaires en quelque sorte, enfin en tout cas universitaires, de lecture, tandis que quand vous allez voir les événements, ça vient de l'intérieur, et ça vient en fait c'est presque une hypothèse faite par Dacho, qui vous paraît vraisemblable, qui vient de l'expérience même, et qui n'est pas théorique, et de fait, le vécu même de la découverte qu'il existe effectivement au Kamtchatka, près d'une rivière Isha, à quelques kilomètres, je sais pas, d'un village Esso ou d'une ville, des gens qui ont effectivement quitté la ville pour retourner à la forêt et pour déployer de nouvelles pratiques,
ça produit en vous une émotion très très profonde et j'ai l'impression que ça déplace aussi le travail anthropologique au sens où d'un coup en fait on fait de l'anthropologie parce qu'on est dans l'expérience et parce qu'on suit des pistes dites par les autres et plus seulement parce qu'on a une théorie ou un cadre a priori qu'on veut valider ou confirmer. Et du coup, ma question, elle porte sur le fait que dans votre livre, vous dites que d'un côté, vous avez été frappé au cœur par un tournant en anthropologie qui est le tournant ontologique, et en même temps, quand vous arrivez dans le Kamtchatka, vous vous rendez compte qu'il faut quand même en passer par une pragmatique, qu'il faut en passer par faire l'histoire des institutions, de réhistoriciser en fait un certain nombre de concepts qui n'ont pas été historicisés, qui ont été présentés d'abord sous des formes ontologiques. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de cette historicisation, de cette espèce de changement, de basculement vers une sorte de pragmatisme qui apparaît beaucoup dans votre livre et qui peut-être fait partie du sens de donner des réponses ou à être prêt à saisir des réponses dans une crise. Oui, je vais vous en parler, mais juste, j'aimerais juste vous remercier d'avoir pointé et saisi cet aspect vraiment de l'importance en fait qu'à un moment donné, lorsqu'on a passé suffisamment de temps avec des gens et sur un terrain, en fait, les questions n'émanent plus en fait de soi, mais sont formulées par les gens eux-mêmes. Et c'est au moment où elles sont formulées par les gens eux-mêmes qu'elles deviennent justes, en fait. Ça, c'est, pour moi, ça a été vraiment très très important et ça a redonné en fait un sens. Tout simplement à l'envie de continuer de faire ce travail parce qu'en fait sinon c'est vrai que le sens en fait le sens se disloque complètement et notamment parce que voilà il y a cette réalisation à laquelle se confrontent tous les ethnographes qui arrivent les jeunes ethnographes qui arrivent sur un premier terrain, qui est qu'ils sont complètement manipulés en fait par leur préconception théorique et tous les livres qu'ils ont ingurgités et que en fait généralement ils se plantent. Et donc en fait ça rejoint complètement c'est ça l'origine en fait de votre question, c'est que c'était déjà le cas en Alaska, de fait cette méthodologie que j'ai mis en place et avec laquelle j'ai continué de travailler au Kamtchatka, c'est que oui, en arrivant, moi j'avais envie de travailler sur les questions relatives à l'animisme. Ce qui m'intéressait, c'était que peut-être il existe une autre organisation de nos rapports au monde, d'autres cosmovisions, d'autres manières de comprendre les êtres qui nous entouraient. Et que moi ma contribution à ce courant de l'anthropologie qui grâce à part de la nature et culture, à un moment donné, on a compris que il n'y a pas une seule ontologie, c'est-à-dire une seule manière d'être au monde, mais en fait, il y en a plusieurs. Ce qui a remis un peu la philosophie à sa place et qui a fait qu'ils ne pouvaient plus vraiment faire sans les anthropologues. Bref, en tout cas, moi, je voulais contribuer à ce mouvement-là. Et en fait, en arrivant en Alaska, comme je l'expliquais tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était absolument impossible, en fait, de fait que les gens, ils n'avaient absolument pas envie de me parler de leurs rêves ou de leurs relations aux non-humains, mais que ce qui les intéressait, c'était de m'expliquer ce qui se passait avec justement les droits d'usage des terres, la réappropriation par les grandes entreprises pétrolières, les parcs nationaux, et puis comment tout ça s'était lié en fait à une histoire coloniale et à la missionnarisation. Et qu'en fait le rapport de force, je veux dire le rapport de force était juste incommensurable. À aucun moment dans la première année de terrain en Alaska, j'aurais pu envisager la possibilité qu'il y ait une ou des réponses à ça en fait. Et je me suis juste dit dans la première phase de mon terrain, je vais faire de l'anthropologie historique en fait, et je vais retracer cette histoire coloniale du mieux que je peux pour expliquer pourquoi en fait on en est arrivé là. Et ça me semblait juste pas possible en fait même si
en fait, lors de la deuxième année de terrain, les questions en fait animistes ont réémergé comme des possibles manières de répondre à l'actualité à la fois environnementale, écologique, du changement climatique et aussi les politiques d'assimilation. En fait, ça me semblait juste pas... pas juste, tout simplement, de ne pas reprendre les choses depuis le lieu où les personnes, en fait, commencent à vous parler. C'est-à-dire de cette question des rapports de force en fait, de l'effritement, de l'effondrement presque total. Au début, on a l'impression totale de leur possibilité d'exister sous d'autres normes que les nôtres. Et ce rapport de force, il était tellement présent qu'à un moment donné, je me suis dit non, tant pis pour les ontologies, je laisse tomber et je fais autre chose. Et en fait, c'est que après, mais justement parce que j'avais fait ce trajet-là, que j'ai pu renouer la question des ontologies, mais en fait, en l'utilisant différemment finalement et du coup en l'ayant réhistoricisé. Et c'était de dire, et je pense que ça c'est quelque chose qui traverse tout mon travail, c'est de dire que évidemment c'est très très important de mettre toutes les manières d'être au monde, toutes les ontologies sur un même plan horizontal et symétrique, et de dire qu'elles existent toutes sur ce même plan comme des possibles de relations au monde, mais il faut faire attention dans cette entreprise-là à ne pas du coup oblitérer complètement l'histoire coloniale, les rapports de force, les questions liées au naturalisme et au capitalisme, de fait, parce que dans ces ontologies, il y en a une qui quand même domine toutes les autres. Le naturalisme. Oui. Et vous le dites dans votre livre, dans une note de bas de page, vous dites j'utilise le mot naturalisme, mais je le fais coïncider avec le capitalisme et je réhistoricise ce concept afin de montrer que, dans cette égalité idéale entre les différentes manières de se rapporter au monde, telles que par exemple définies par Descola, animisme, totémisme, analogisme et naturalisme, il y a quand même le tableau qui penche énormément du côté du naturalisme qui domine en fait de manière coloniale un peu tout le reste. Du coup, il y a plusieurs choses. Comment vous avez réussi à concilier du coup ces deux niveaux? Et j'ai l'impression que vous en passez par le pragmatisme, ce que vous appelez des pragmatismes animistes, et aussi par la politique, au sens où vous essayez de voir, et il y a des très beaux passages dans votre livre, où c'est effectivement la cosmovision animiste, par exemple, qui pousse des gens à abandonner un certain nombre de pratiques capitalistes, par exemple. Vous donnez un exemple super, plusieurs exemples, mais c'est Shell qui fait travailler, du coup je sais plus qui est-ce il fait travailler des indigènes plutôt animistes qui normalement n'ont aucune raison de quitter ce rapport d'exploitation capitaliste et qui lorsqu'ils découvrent que Shell achète près de Beaufort, dans la mer de Beaufort, des zones où ils peuvent mettre en péril des baleines que ces peuples dont j'ai oublié le nom, Inupiat, ces peuples qui rêvent et qui chassent les baleines et qui les chassent en rêve mais aussi en pratique, dans leur cosmovision mais aussi dans leur cosmopraxis, je sais pas si ça se dit, le moment où ils découvrent que cet élément de leur cosmovision, de leur ontologie propre, vient être déstabilisé par Shell, alors ils abandonnent Shell, ils sabotent même les pipelines, le système, et ils s'en vont. Et de même pour peut-être les Gwich'in ou d'autres gens qui disent qu'il y a quand même des moments où l'animisme comme vision a des conséquences pratiques et politiques, et c'est ce que vous montrez. Oui, c'est la question des limites, en fait. C'est la question de... on est OK pour composer avec les structures économiques, étatiques dans lesquelles on est inséré, de fait, to a certain point, en fait. Jusqu'à un certain point où, si on outrepasse cette limite, on met en péril, en fait,
non seulement nos conditions d'existence concrètes, pratiques, mais aussi spirituelles, je dirais, en fait, d'une forme d'intégrité psychique collective qui, à un moment donné, si on va aussi loin que ça, ne peut plus se faire. Et ça, c'est la mort, c'est-à-dire la mort à tous les niveaux, ouais. Est-ce que moi, là, on est rentré vraiment dans le cœur du livre, mais est-ce que vous pouvez, comme une espèce de, pour faire une espèce de, pas de digression, mais de rétropédalage, nous expliquer grossièrement, synthétiquement, ce que vous trouvez, ce que vous découvrez en rencontrant les événements. Parce que donc là, on a bien compris ce qui vous amenait là-bas, mais qu'est-ce que vous y découvrez, entre guillemets, quoi. Enfin, qu'est-ce qui fait ce livre, en fait? Oui, donc c'est dans la continuité de ce qu'on raconte. En fait, comme je l'ai dit, je veux vérifier cette hypothèse en arrivant au Kamtchatka. Sur le moment, j'ai pas l'idée avec quel collectif ça va se passer. Il y a des Koryak, il y a des Even, il y a des Itelmen au Kamtchatka, et en arrivant au Kamtchatka, je sais pas en fait déjà si ceux ou ces collectifs existent. Je sais par des collègues, d'autres ethnologues qui travaillent en Sibérie, qu'il y a des exemples comme ça ailleurs en Sibérie, mais au Kamtchatka, j'ai pas l'info. Et du coup, lorsque j'arrive sur le tout premier terrain exploratoire avec Charles Stepanov, parce que j'étais avec lui le tout premier terrain, on passe du temps en fait dans le kolkhoz, l'ancien kolkhoz d'Esso qui se trouve au bout de la route dans le centre du Kamtchatka. Et en fait, assez vite, moi, je suis prise d'une sensation de malaise qui ne touche absolument pas Charles, lui voit pas le problème, mais où en fait, en posant des questions et en passant du temps un petit peu avec les Even et les Koryak, et notamment en assistant à des représentations de chant, de danse, etc. Parce qu'il se trouve qu'on est arrivé pile au moment où il y avait le nouvel an Even qui se tenait à Navgai. Et donc on a pu on a pu assister à tout un tas de représentations de leur culture, et on en a profité pour aller parler aux gens qui étaient les protagonistes de ces spectacles. Et alors moi j'ai été prise de malaise parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient aucun problème à parler de leur culture. D'ailleurs, ils utilisaient le mot culture de manière complètement décomplexée, mais aussi de la question des raisons de pourquoi ils endossaient des vêtements qui ressemblaient à des animaux. Il y avait vraiment, ils expliquaient les raisons, ils explicitaient la cosmologie animiste en fait dans leur forme de représentation de manière tout à fait claire et sans censure en fait, ce qui était pour moi très bizarre, parce que en fait en Alaska, ça c'était des choses, moi il m'a fallu énormément de temps pour accéder à des éléments plus cosmologiques, disons, de ces questions animistes, etc. Alors que c'était vraiment la question des droits d'usage du territoire qui prédominait les débats sur la scène publique. Et donc ça, là encore une fois, moi l'idée c'était de vérifier cette hypothèse, mais encore une fois, la première partie en fait du terrain, elle a été marquée par l'impossibilité de faire ce que je voulais faire, et il a fallu d'abord, pour moi, essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les cultures autochtones étaient vraiment absolument plus visibles au Kamtchatka qu'en Alaska. Et évidemment, ça pouvait pas être des raisons cosmologiques, parce qu'en fait, c'est quand même des collectifs autochtones qui sont très liés dans le type de rapport au monde qu'ils entretiennent. Donc c'était forcément des raisons politiques en fait qui créaient en fait cette distinction.
Et donc à partir de là, c'est un travail qu'on a commencé sur le terrain et puis après que j'ai creusé par la suite. Mais donc il a fallu travailler sur essayer de vérifier qu'est-ce qui se passait en fait dans les politiques d'assimilation autochtones qui avaient été mises en place de part et d'autre du détroit de Bering, et à quelles grandes idées on avait tenté, enfin, quelles grandes idées on avait utilisées comme outils pour assimiler les autochtones de manière efficace. Et donc on est tombé sur une dualité, encore une fois, très schématique et qui était presque... qui est, mais trop belle pour être vraie, mais en même temps, à plein d'égards, elle marche. C'était que du côté américain, d'un point de vue général, évidemment, hein, c'est stéréotypique, c'est des outils pour essayer de mettre de l'ordre dans le flux de l'expérience, hein, c'est pas... Mais d'un point de vue général, l'assimilation des autochtones était passée par en fait l'idée de nature, en fait, à exploiter ou à protéger, autour de laquelle en fait avaient été fédérer les autochtones, ceux qui allaient participer plutôt à l'exploitation du territoire, et c'est le cas des Inupiats, ou ceux qui allaient dont le discours allait être instrumentalisé par des ONG environnementalistes, comme c'est le cas par exemple des Gwich'in. Quand côté russe, en fait, ce qui ressortait, c'était que les collectifs autochtones avaient été, dès les débuts de l'époque soviétique, assimilés à l'État, en fait, par la diversité, la chatoyance de leur langue et leur culture diverses, et que toutes ces langues et ces cultures diverses, dans leur concert, participaient à un même projet de création d'un État socialiste. La diversité des cultures unies dans un projet socialiste. Et ça, c'est une très belle idée qu'on continue, à laquelle, même quand moi je le dis, je me dis quand même, enfin, il y a un truc qui touche en fait dans ce projet-là. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'on a retenu des dites cultures autochtones, c'est leur forme, c'est leur manière de se présenter et représenter au monde, et c'est pas leur fond, c'est-à-dire c'est pas les pratiques concrètes, les relations en fait qui sous-tendaient en fait ces formes, c'est-à-dire tout simplement des manières d'exister sur une terre particulière et avec les êtres qui peuplent un milieu particulier. Et donc ça a été parce que donc la gestion pendant toute l'époque soviétique, et c'est encore le cas, la gestion des ressources et de la nature, elle a été complètement capturée par l'État. Il était évidemment impensable que ce soit les autochtones eux-mêmes qui soient aux manettes des manières dont ils voulaient se relier au monde. C'est la raison pour laquelle les Évennes ont perdu leur reine, qu'à partir des années 30, tous les reines ont été collectivisés, parce que c'est pas rentable d'avoir des familles comme ça dispatchées sur le territoire avec 10, 15 reines. C'est absolument, on peut pas construire un projet sociétal comme ça. Donc il faut rassembler tout ça, il faut centraliser tout ça, et il faut que les Évennes, comme tous les autres, participent à un projet qui les dépasse en fait, et dans lequel ils vont être intégrés. Mais on leur laisse la possibilité de continuer à s'exprimer sur la scène culturelle pour participer au même grand projet. Donc ça, c'est un peu le grand détour en fait que je suis obligée de faire dans cette première partie. Et encore une fois, je sais, en l'écrivant, je me disais bon, c'est la même chose. On peut faire un choix, on peut décider de ne pas forcer le lecteur à en passer par toute cette histoire, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'elle est un peu... C'est plus laborieux à lire, et puis c'est chiant, enfin au sens c'est pas attractif, on n'a pas envie de devoir en passer par là,
mais je ne pense pas que ce que je dis par la suite sur cette question des mythes, des rêves et des manières concrètes de se relier au monde qui sont réinventées par le collectif Ditcha qui est parti, puissent être comprises à la hauteur de ce qu'elles sont et aussi justement dans leur marginalité par rapport à ces politiques d'assimilation et cette histoire qui est quand même l'histoire dominante et qui continue d'être l'histoire dominante à l'heure actuelle au Kamtchatka si en fait on se force pas à passer par ça. C'est ça que je veux dire au début où en fait il faut tenir les deux ensemble et c'est pour ça que le sous-titre c'est réponse à parce que du coup en fait mettre en lumière ce rapport de force, se forcer à faire l'exercice fictionnel en fait, mais de reproduire la dualité, de dire oui, culture à l'est, nature à l'ouest. Évidemment que c'est réducteur, mais c'est fait exprès en fait. Et c'est fait exprès parce que en fait, du point de vue des politiques d'assimilation, en fait, cette dualité, elle marche. Je veux dire, du point de vue des institutions, elle marche. Genre, elle est vérifiable. Et donc, si on la met en lumière, en fait, tout ce qui va remonter depuis les marges, comme débordant en fait ces structures, va prendre en fait une importance tout à fait considérable par-delà le fait qu'on parle de collectifs minoritaires en fait. Et c'est pas grave. Enfin, je sais pas, c'est au contraire même. En fait, c'est passionnant. Enfin, vous dites que c'est un détour qui peut être chiant pour le lecteur, mais j'ai l'impression que justement, il permet de bien montrer que c'est pas l'ontologie en elle-même, la vision du monde qui fait résistance. On peut être émerveillé, c'est ce que vous dites à demi-mot, on peut être émerveillé par cette diversité culturelle et se dire c'est génial que ça subsiste, et pourtant ça s'intègre très bien dans des logiques économiques capitalistes, et pour qu'il y ait par contre une résistance, une réponse éveine, cette ontologie, elle doit s'accompagner de pratiques incarnées. C'est pas le discours et la vision du monde qui va faire qu'on s'en sort, quoi. Il faut qu'il y ait un acte qui est vraiment politique, qu'il y ait un acte de refus conscient et un acte de fuite. Oui, absolument. Même si j'irais pas jusqu'à dire en fait que ça a été un acte de refus parce que de fait ils ont pas, c'est-à-dire là le collectif Ditcha il a pas été à l'origine en fait de l'effondrement du système dans lequel ils étaient insérés, c'est juste qu'à un moment donné tout s'est arrêté. C'est-à-dire ça, ils l'ont pas choisi. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, les magasins se sont vidés, la pharmacie dans laquelle travaillait Daria a fermé, et puis un jour, la lumière s'est éteinte. Et donc là, évidemment... Au sens propre. Au sens propre, ouais. C'est ce qu'elle raconte. En tout cas, j'y étais pas pour le vérifier, mais c'est ce que Daria et sa famille racontent. Mais du coup, en fait, comment dire... il y a eu un choix qui a été fait, en fait, de saisir... En fait, c'est un peu le kairos, quoi, mais c'est se saisir, en fait, de l'événement, de l'occasion pour faire un choix existentiel fort et changer de vie. Mais comment dire, voilà, ça a été ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire le fait que les structures économiques et politiques s'effondrent, ça, c'est pas de leur fait, en fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'ils font en fait, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, comment est-ce qu'ils répondent à cet effondrement économique de la Russie? Ouais, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont plus de reines. En fait, la plupart des événements du Kamtchatka sont sédentarisés dans des anciens kolkhozes assez gros, c'est le cas d'Esso. Il n'y a pas beaucoup de voies de sortie au niveau du travail pour les événements, comme on s'en doute. La plupart des jeunes hommes en fait sont encore à l'heure actuelle les bergers des reines qui ne leur appartiennent plus parce que après avoir été collectivisés aux mains de l'État, ils sont passés aux mains d'entreprises privées dans les années 90, ce qui n'a pas changé grand-chose en fait pour les événements. Parce que, à partir de ce moment-là, ils étaient salariés, mais c'est de l'ordre de 300 € par an. Et en fait, les hommes nomadisent 11 mois sur 12.
ils ont la plupart du temps des femmes, des enfants, des familles qui sont eux dans les villages, et eux nomadisent 11 mois sur 12 dans la région autour du volcan Ilchinski, dans la région du Bystrinski. Donc ça, c'est là où, par ailleurs, c'est dans cette région où moi j'ai travaillé dans la famille de Daria. Donc ça, c'est une première option. Après, il y a une autre option qui est malheureusement qui a beaucoup de puissance, c'est l'option de l'armée, en fait. Pour les jeunes hommes, une manière de s'intégrer à la société, c'est d'aller, c'est de s'engager dans l'armée russe. Et donc il y a une vraie fascination pour la Russie de Poutine et l'armée russe d'ailleurs. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'autochtones en Ukraine à l'heure actuelle. Et en fait, le choix que Daria et sa famille a fait, et qui est quand même un choix minoritaire, ça a été celui en fait de repartir en forêt, sans renne puisqu'il n'en avait plus, mais pour réinventer un mode de vie basé sur la chasse, la pêche et la cueillette. Après, c'est pas du tout pur au sens où, de fait, les éleveurs de rennes, ils sont tout le temps en train de nomadiser dans le coin, donc il y a énormément d'échanges qui se font sous le manteau avec les éleveurs de rennes qui en fait, il y a toujours un renne en fait qui se fait tuer, et puis il y a des échanges de saumon et de viande de renne par exemple, et puis ils sont tous cousins en fait, ils se connaissent. Donc c'est pas une forme pure, chasse-pêche pure, mais en tout cas l'idée, le mouvement, ça a été celui-là. Et ce que je rappelle souvent, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas un retour vers une authenticité perdue ou un âge d'or, ou voilà, un retour vers les racines de ce peuple qui aurait été oublié pendant l'époque soviétique, parce qu'en fait ce peuple il vient pas du tout du Kamtchatka, c'est des nomades, ils ont nomadisé depuis l'Altaï à travers toute la Sibérie pendant des siècles, ils sont arrivés au Kamtchatka sur le tard avec les Cosaques au 19e siècle, donc c'est hyper tard. Il y a eu des guerres avec les Koryak et les Itelmen quand ils sont arrivés, et puis là les Russes ensuite ont mis tout le monde d'accord, voilà, c'est pour dire qu'en fait, il y avait pas, c'est pas un retour en forêt au sens au retour où on a toujours été depuis des générations, etc. C'est vraiment pas ça. Et en plus, il y a une resédentarisation, parce que les peuples de chasseurs-pêcheurs sont beaucoup plus sédentaires que les peuples d'éleveurs, de fait. Parce qu'il faut des camps de base autour desquels circuler en étoile pour aller chasser, pêcher, etc. Et le camp de base qui est choisi par la famille de Daria, c'est un ancien kolkhoz, donc c'est Tfayan, aujourd'hui c'est un camp de chasse et de pêche, mais à l'époque, jusque dans la fin des années 60, c'était un kolkhoz avancé en forêt qui servait de base de ravitaillement en fait pour les éleveurs de rennes qui nomadisaient dans la région, et justement avec des troupeaux aussi grands, en fait il y avait la nécessité qu'il y ait des fermes, en fait des petites fermes avec des cochons, des poules, des jardins pour alimenter en fait les éleveurs qui nomadisaient dans le coin. Et donc en fait ce kolkhoz fait faillite à la fin des années 60, et il y a cette chose très belle que raconte la mère de Daria, Memmé, qui est morte au moment où moi j'ai commencé mon terrain, mais qui lui raconte que en fait au moment où tout s'effondre et où tout le monde est rapatrié à Esso, la rivière Itcha entre dans une grande colère, c'est ce qu'elle raconte, et en fait entre en crue et nettoie, et elle utilise le terme de nettoie tout ce qu'il y avait à cet endroit-là, comme pour faire du neuf. Et donc c'est un champ de ruines, les cabanes sont détruites, il y a même la crue a été tellement grande que ça a charrié aussi des ossements du cimetière des gens qui étaient morts là depuis les années 50, des crânes qui sont remontés à la surface, etc. Donc c'est vraiment un champ de ruines, et c'est à cet endroit-là où Daria a passé
quelques années en fait du moment où elle est née dans des périodes de nomadisme avec les reines, et ensuite ils sont venus s'installer à Tfayan avec sa famille, puis elle a été envoyée en internat à 7 ans. En fait elle revient à cet endroit-là qui est quand même le lieu de son enfance, le territoire de son enfance, mais qui est aussi des ruines d'une tentative politique qui a échoué en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment très important de le rappeler, parce que ça remet un peu les choses à l'heure sur voilà, les endroits sur lesquels il est possible de réinventer des vies. Évidemment, on ne les réinvente pas uniquement from scratch et out of nowhere. Ça vient d'un endroit, et ça c'est ce que raconte le livre. Il y a quand même des manières d'être au monde qui étaient en latence, et en fait qui sont du coup grâce à cette crise politique et économique réactivées en fait, et qui peuvent ressurgir. Mais moi ce que je trouve très beau, et là je rejoins complètement les analyses que fait Anat Singh sur ce qui peut se passer sur les ruines du capitalisme, mais en tout cas voilà, c'est parce que ce lieu-là est en ruine, et c'est parce que tout s'effondre que d'anciennes manières d'être au monde vont pouvoir remonter à la surface et redevenir structurantes en fait. Une question qui vient à l'esprit, c'est aussi justement ce rapport entre l'ancienne manière d'être au monde qui remonte à la surface au moment où les choses s'effondrent. Dans le livre, vous dites que aujourd'hui, dans notre contexte plus général, le naturalisme, la forme générale dans laquelle nous on pense les relations entre les êtres et les choses, est en train de se déliter, et qu'il est très fragile, et qu'en fait il est incapable de tenir et de maintenir toute cette autre manière de penser, de voir, de vivre, qui veulent sortir de ce cadre, de ce carcan, et que vous dites, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce truc n'est pas si robuste que ça. Il est en train de s'effriter partout, et ce qui fait de votre livre une sorte de réponse particulière, c'est pas que c'est une grande réponse générale, c'est que c'est un petit détail, vous le dites, c'est des petits détails, des petits bougers, des petites pratiques, des petites visions, mais justement, comme c'est du détail, que c'est toujours un grain vous le dites aussi, un espèce de grain une pierre dans la chaussure, quoi, c'est irrécupérable par cette espèce de structure qui de toute façon s'épuise, s'effondre. Et là aujourd'hui on le sait, écologiquement ça tient plus du tout, cette vision du monde, mais pas que la vision, la pratique de l'extractivisme capitaliste tient pas du tout, et globalement j'ai l'impression que il y a deux niveaux de réponse. Il y a une réponse qui est anthropologique et qui dit c'est fini l'évolutionnisme, c'est-à-dire c'est fini l'idée que toutes les cultures devraient lentement s'être absorbées dans une chaîne vers le naturalisme, vers la société moderne. Ça c'est définitivement capote, et parce que plus personne n'y croit, plus personne ne croit qu'effectivement c'est le modèle absolu, vu que ce modèle absolu il est en train de tout casser. Mais en même temps, les réponses pour l'instant politiques ou techniques ou institutionnelles, elles sont pas encore là. Et ce que vous dites, vous, c'est que il y a vous voyez une petite lueur d'espoir, en gros, une espèce de petite clairière, quoi, où des gens arrivent à se débarrasser de l'ancien carcan, bien sûr dans des conditions assez précaires, en même temps dans des apories, des contradictions, puisqu'il y a aussi du braconnage, il y a aussi une contribution à l'industrie du luxe par la chasse aux zibelines, etc. Mais globalement, j'ai l'impression que ce qui fait qu'il y a un élément de réponse par rapport au contexte, c'est pas tellement que nous on peut s'en inspirer, etc., mais c'est plus que ça atteste, même à cette toute petite échelle, du fait que non seulement on peut penser d'autres manières d'exister, mais en plus c'est parfaitement crédible, et enfin c'est presque plus raisonnable finalement, alors que c'est pas de la raison, mais c'est plus raisonnable de concevoir que il faut respecter l'intériorité des êtres qui nous entourent et de l'environnement, etc., que de croire qu'on va extraire de la matière première dans les montagnes, dans les arbres, dans les forêts, dans les fleuves, etc. Et Je peux vous poser une question non, pardon. Parce que du coup j'ai envie de poser une question. Est-ce que, en d'autres termes, c'est à cet endroit-là où vous renouez avec une méthodologie anarchiste? Pardon, est-ce que...
Je sais pas, enfin, dans votre manière de poser les choses sur c'est moi qui vous pose la question, hein, mais dans votre manière de nouer les choses sur justement comment des micro-collectifs et des détails de relations au monde et d'expériences sont à même de subvertir le système institué. Est-ce que vous me posez cette question ? C'est cette question. Parce que en fait, est-ce que c'est là où vous, comme vous avez dit tout à l'heure, que vous vouliez faire dialoguer anthropologie, anarchisme et philosophie. En tout cas, est-ce que c'est à cet endroit-là que pour vous ça dialogue ? Justement, vous avez trouvé la question que j'avais oubliée au fur et à mesure que je parlais, et qui était justement celle-là, c'est que en lisant le dernier bouquin de Graeber, je pensais à lui en fait, justement. Ouais. Il dit aussi, il a la même expression que vous quand vous dites on est bloqué dans l'expérience. Il dit on est bloqué, comment ça se fait qu'on soit bloqué ? Déjà, il utilise ces mêmes termes. Et puis il propose quelque chose, et vous n'êtes pas si loin en fait. C'est ça qui m'a intéressé particulièrement dans ce livre, c'est que vous n'êtes pas si loin de dire mais en fait il y a une inventivité, ça bouge, on peut reprendre sa forme de vie, modifier ses structures et décider faire de nouveaux choix politiques. Sauf que vous, à la place de Graeber le formule sous une forme naïve, en mode, on réfléchit rationnellement, on pose les choses et puis on décide de changer de vie. Et alors que vous c'est beaucoup plus, je sais pas comment dire, profond, puisqu'il y a une espèce de... c'est le rêve, c'est l'animisme qui remonte à la surface, et que Daria veut suivre. C'est le rêve de l'animisme possible comme vie, avec un fond et pas une forme qu'elle veut poursuivre. Et donc du coup, moi, la question que vous m'avez posée, en fait, c'est celle que je voulais vous poser. C'est est-ce qu'il n'y a pas une articulation là possible entre ceux qui formulent l'anthropologie anarchiste et cette anthropologie que vous posez là, qui est celle des ontologies, mais on pourrait presque dire que c'est un anarchisme onirique. C'est un anarchisme où le principe qui pousse les gens à se réapproprier leur manière d'exister, c'est peut-être d'anciens mythes, d'anciens fantasmes, d'anciennes images en tout cas qui ressurgissent. Voilà, c'est ça la question, c'est quel lien vous pourriez faire, vous les lisez, ils vous intéressent, ces anthropologues anarchistes, qui sont pas du tout du même bord du coup, théoriquement, puisque... Voilà. Ah non, mais c'est très beau, un anarchisme onirique. Je vais vous citer la prochaine fois. Mais non, c'est une très très belle idée. Et oui, évidemment, il y a des ponts et il y a plus que des ponts en fait. Et je pense que c'est assez transparent et lisible que ça participe du même type de mouvement que ce que Graeber a essayé de faire, mais oui, de fait à ma manière, et peut-être justement, vous l'avez dit, hein, en réancrant cette question dans des formes de matérialité aussi, enfin d'expériences vécues, et en arrimant ces expériences vécues à des expériences spirituelles, entre guillemets. C'est toute la question du rêve en fait, c'est juste peut-être pour expliciter un petit peu ça, il y a ce rêve que Daria, qui visite Daria pendant des années et des années, et qu'elle décide de ne pas écouter en fait, parce que juste elle peut pas pendant tout le temps où elle habite au kolkhoz des Sceaux. Et puis en fait le moment où tout s'arrête, c'est vraiment le moment où ce rêve, qui était un rêve vous voyez la forêt, la toundra, la rivière Itcha, sa mère qui l'appelait, est comme une nécessité en fait que si elle ne l'écoutait pas, en fait elle allait finir par mourir, en fait, par s'éteindre à elle-même. En fait, ce rêve redevient impossible, tout simplement. Et elle le dit, c'est vraiment elle qui le dit dans ses mots. J'ai décidé de suivre ce rêve. Et donc, en fait, quand elle arrive à Tfayan, c'est pas juste un rêve et puis ça s'arrête. En fait, ce qui se passe, c'est que pour recommencer à vivre au contact, en fait, d'un monde qui est instable, incertain, avec des êtres qui de fait n'en font qu'à leur tête, et aussi qui eux aussi sont transformés par des conditions climatiques qui sont plus les mêmes, etc. Que donc pour survivre dans cet endroit-là,
il faut être en capacité, dans certains contextes et à certains moments, de renouer un dialogue en fait avec ces êtres qui ne passent pas uniquement par le fait d'aller les chasser et les tuer pour en fait manger de la viande, pour le dire de manière très... Et donc en fait il y a toute une... En fait je dirais une réflexion collective qui est menée autour de la question du rêve comme moyen de réactiver un dialogue d'âme à âme en fait avec les êtres qui nous entourent. Et en fait je dis réflexion collective parce que les chamans ont été décimés par le processus colonial. Il n'y a plus les formes de ce que Stepanov décrit comme des formes de chamanisme hiérarchique dans lesquelles étaient censés être intégrés les événements du Kamtchatka, c'est-à-dire qu'il y a un diplomate pour un collectif qui va en fait gérer les relations entre le monde du visible et le monde de l'invisible, entre le monde des humains et le monde des esprits autres qu'humains. Ces diplomates ils sont plus là en fait. Et en plus c'était censé être des formes héréditaires qui se transforment, qui se transmettent dans des familles de chamans en fait, des choses avec lesquelles on est, c'est-à-dire la capacité de faire ce lien entre les mondes. Si on suit la théorie de Stepanov, on est avec ces capacités-là. Là, en l'occurrence, en fait, donc, la lignée des chamans est complètement coupée. Daryadik, le dernier chaman, est né dans les années 60. Et donc comment on fait ? Donc il y a en fait une nécessité de tâtonner pour renouer avec des formes plus égalitaires, en fait, plus partagées, de capacité en fait onirique, et donc de capacité de se relier à ces êtres. Et ça, j'en parle très bien dans ce livre parce que j'ai moi-même participé à cette réflexion collective en fait. Et c'est là pour moi l'importance d'avoir écrit Croire aux fauves et que du coup en fait ça informe les typologies que je propose. C'est que c'est des formes tellement partageables et tellement égalitaires qu'il n'y a même plus de question en fait de vous êtes évène ou français. Sinon moi ça aurait été impossible de traverser l'expérience que j'ai traversée, notamment avec cette pratique des rêves par laquelle j'ai été prise quelque part malgré moi en fait. Donc en fait voilà, il y a vraiment cette redécouverte de la nécessité au petit matin autour du feu de de se raconter ce qui nous a traversé en rêve ou l'être qui nous a traversé en rêve, parce que, je vais te le dire brièvement, mais après je vous rends au livre, le temps du rêve, c'est l'idée qu'en fait, le moment où le corps est en sommeil, pardon, le moment où le corps en fait est en sommeil permet en fait à l'âme temporairement de s'en détacher, et dans ce détachement se réactivent les coordonnées de départ qui étaient celles du temps du mythe, c'est-à-dire ce moment où, en amont de la spéciation, c'est-à-dire en amont du moment où les espèces vont se définir telles qu'on les connaît à l'heure actuelle, le saumon, le corbeau, le loup, l'ours, l'être humain, etc. Bref, en amont de ce moment, il y avait un dialogue qui était possible parce que les limites cognitives et physiques n'étaient pas bien stabilisées. Donc il y avait une discussion qui pouvait s'opérer, et d'ailleurs c'est par ce dialogue et ces discussions que se fait la spéciation, et donc la possibilité d'un monde et pas d'un chaos. Parce que le temps du mythe c'est le chaos, on n'a pas du tout envie d'y vivre. En fait c'est invivable. Donc il faut quand même qu'il se passe ce moment de construction des limites des uns et des autres. Et en fait, le temps du rêve, temporairement, encore une fois parce que sinon ça s'appelle la mort, c'est pas vivable, réouvre en fait c'est possible
en affranchissant l'âme de l'endroit où elle est incarnée, le corps. Et ça c'est vraiment la conception qui préside à la potentialité, à de possibles pratiques oniriques. Et donc en fait, ce qui se passe, ce qu'il raconte, c'est que si on y arrive, parce que c'est pas tout le temps, faut pas s'imaginer qu'on fait ce genre de rêve tout le temps, en fait il y a des potentialités qui viennent d'autres êtres que les seuls humains, qui vont être déposées en nous dans la nuit, et au moment du réveil, en se les racontant collectivement, ces potentialités, ces informations, c'est des informations en fait, vont participer à orienter nos trajectoires pour la journée, les semaines, ou alors ça peut être carrément des histoires de vie plus générales, comme c'est le cas du rêve de Daria dont je parlais tout à l'heure. Oui, justement, vous donnez l'exemple de Daria qui rêve pendant la nuit de quelque chose, et ça a une conséquence pratique immédiate, c'est qu'elle sait qu'elle va trouver des saumons à un endroit précis. Elle y va, elle trouve effectivement des saumons, et son amie qui veut faire la même chose et qui y va, elle trouve aucun saumon au même endroit, et la raison c'est que elle n'a pas rêvé. Mais c'est son beau-fils. C'est encore plus drôle parce que c'est son beau-fils, mais qui est plus âgé qu'elle, et qui du coup a un côté très je sais tout, et évidemment je suis quand même plus fort qu'une femme, il y a quand même ça. Et en fait, il se plante complètement, justement. Il y a tout ce dialogue cocasse entre les deux qui lui dit « Mais pourquoi t'y vas si t'as pas rêvé ?» Moi, je fais une espèce de petite digression, mais moi, ce qui me paraît vraiment très très intéressant dans tout ça, c'est que je sais pas si je vais bien le formuler, mais il y a quand on parle de forme de vie, il y a une espèce de vulgate, on va dire, d'idée un peu, à mon avis, un peu erronée de la forme de vie, où en gros on confond mode de vie et forme de vie. Et donc on va dire, on va se construire des nouvelles formes de vie. Alors là, on a tout de suite en tête, le zadiste, il se met une plume dans les cheveux, et puis il fait ceci, il fait cela, et puis donc, en fait, finalement, il y aurait les formes de vie du capitalisme. Donc, en l'occurrence, on utilise à nouveau mal forme de vie, on l'utilise à la place de manière de vivre, et puis finalement, on va changer de manière de vivre, et puis ça sera un petit peu mieux, et puis ça serait ça, en fait, une sortie du capitalisme, une somme de bifurcations subjectives, voulues, décidées, personnelles, comme on change de chaussures ou de marque préférée de pantalon ou de musique. Et alors j'ai l'impression qu'en fait ce que contient le concept de forme de vie, c'est quelque chose d'assez différent de ça, et en fait ce que vous dites là permet, je pense, de préciser, c'est que donc la forme de vie, c'est pas quelque chose qui se construit comme ça un peu ex nihilo, qui se déciderait, c'est quelque chose qui est là de manière latente, et ce que produit le monde de l'économie, c'est pas une forme de vie parmi d'autres, c'est en fait l'aplatissement, le calibrage, l'amenuisement, la contenu des formes de vie, et d'un seul coup, ça fait que ce qu'il s'agit de faire politiquement, c'est pas de trouver une alternative au capitalisme, mais en fait de réduire la puissance du monde de l'économie pour que les formes de vie, dans leur variété infinie, dans leur composition tout aussi infinie, puissent se déployer. Et donc en fait, vous nous permettez en fait d'affiner ce qu'on entend par forme de vie, mais aussi d'affiner ce que ce serait qu'une stratégie révolutionnaire et politique, qui serait donc pas le remplacement d'un système par un autre, évidemment, mais de laisser au contraire les puissances s'exprimer, là où justement le monde de l'économie est là pour les réduire au maximum. C'est un commentaire, parce que c'est pas une question. Non, mais si, merci. J'abonde dans le bon sens. Il y a une chose à laquelle j'ai pensé là ces derniers jours, du coup en étant un peu forcée de mettre des mots et de justifier le livre, etc. C'est vrai que j'ai souvent cette question aussi, mais c'est magnifique ce que vous décrivez, mais moi j'habite au centre d'une ville, au 5e étage d'un immeuble en béton, et du coup en fait comment je fais moi
pour me reconnecter aux êtres du dehors depuis en fait l'endroit où je suis. Et c'est vrai qu'en fait là, je pense qu'il y a une problématique à laquelle il faut réfléchir qu'entraîne l'écriture de ce livre, c'est que en fait justement je parle de l'abandon des formes pour aller vers le fond, et le fond il est quand même sous-tendu par des pratiques. Enfin, il y a vraiment cette idée que en fait c'est dans des relations quotidiennes et concrètes à des êtres qui ne sont pas des humains que en fait émerge la possibilité d'un autre monde. Enfin, en tout cas, on peut le lire comme ça, et je pense que c'est vraiment problématique, parce que oui, en fait, du coup, comment on répond à cette question qui est légitime de dire bah oui, ça m'inspire, mais en même temps, moi, et je pense, alors c'est vraiment voilà, c'est une proposition, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser aussi du côté de la question du rêve, en fait, justement du rêve. C'est-à-dire donc enfin comme vous l'avez lu, voilà, j'ai fait en fait j'ai essayé de faire une brève histoire en fait des raisons pour lesquelles en Occident on nous avait appris à penser que en fait le rêve était confiné à notre propre tête. Et qu'en fait on ne pouvait faire que des rêves projectifs. En fait, on ne pouvait que projeter ce qui nous était arrivé dans la journée ou dans nos vies, mais qu'on ne faisait que tourner à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'en fait cette histoire elle est hyper courte. C'est-à-dire cette conception du rêve, elle se stabilise véritablement pendant la Renaissance. Donc en fait c'est hier. Et qu'avant, ici aussi, le rêve, c'était tout autre chose. Et en réalité, c'était exactement ce que décrivent Daria, sa famille, et en fait la plupart des collectifs autochtones qui continuent de rêver à l'heure actuelle, et je pense notamment à l'Amazonie. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspiré ces derniers temps, c'est ce que dit Ailton Krenak justement sur cette question du rêve, et que en fait il le place, il le réinvente comme un territoire politique possible en fait. Il y a vraiment cette idée de lui, ce qu'il dit, c'est que si en fait on recommence à envisager la possibilité qu'on peut rêver de manière animiste, disons, avec des rêves non projectifs, en fait, on peut véritablement réinventer le monde. Et en fait, je me disais, c'est quand même un espace, enfin, moi je trouve ça très très fort, et de fait, ça produit des effets. Aujourd'hui, on entend des manias de l'agro-business au Brésil qui disent « Ah non mais ça y est, sur les processus de reprise de terre, ils vont encore arriver avec un anthropologue et nous dire qu'ici il y a eu un rêve. » Donc enfin, il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus, et en fait, je sais pas, c'est vraiment une hypothèse que je suis en train de me formuler, mais que en fait le territoire du rêve, il est peut-être colonisé lui aussi, mais en fait il est quand même difficile à atteindre, et en tout cas je pense qu'il serait plus simplement décolonisable, y compris dans des endroits confinés en fait. C'est comme un espace en fait de liberté, et en fait j'en veux pour preuve que bon, enfin, ce qui a pu se passer pour des gens qui étaient enfermés, et en fait comment la plus grande poésie, la plus grande liberté politique, la plus grande inventivité des relations possibles avec d'autres êtres, parfois est venue de gens qui étaient complètement coupés de ces êtres, en fait, et qui étaient enfermés dans une cellule, par exemple. Et je me dis, là, il y a aussi quand même peut-être quelque chose à creuser, pour sortir de ce truc des relations concrètes et éprouvées qu'il faut renouer avec les êtres du dehors et le vivant. Bah oui, mais bon, enfin parfois, et peut-être refaire confiance un peu plus en fait au possible qui implique le fait d'être les dépositaires d'une âme humaine, en fait. Je sais pas comment dire. Mais enfin, c'est très beau ce que vous dites, mais dans votre livre sur
Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux conditions assez concrètes et matérielles à la possibilité qu'ils retournent se reconnecter justement, enfin recommencer à rêver. Il y a une condition pas institutionnelle, elle s'institutionnalise au fur et à mesure, mais c'est la possibilité d'avoir une terre sur laquelle on fait... Mais c'est pas la leur. Non, mais il y a un processus enfin, ils vont faire de des papiers réinvestissement, de légalisation de leur occupation de cette terre pour se protéger des possibilités d'entrée. Bon, ça reste précaire, si ils décident d'extraire, ils extrairont. Et l'autre condition de possibilité, c'est le fait de savoir aussi, de connaître ce territoire, de savoir ce qu'on chasse, ce qu'on mange, comment on construit une yourte. Enfin, c'est des conditions pratiques de pouvoir s'indépendantiser de la vie à SO, du modèle économique ce que ça représente, mais c'est des conditions de la pratique, quoi. C'est pas juste une condition cosmologique. Non, mais absolument, et je suis pas en train de renier ce que j'ai écrit. Si je l'ai écrit, c'est que justement, c'est ce qui prime pour moi, mais en même temps, comment dire, j'entends en fait cette question qui peut paraître en fait si je fais comme tous les chercheurs qui disent ah bah oui mais je me laisse pas affecter par la question et je me dis oui mais de toute façon c'est pas de ça dont j'ai traité donc en fait je n'adresse pas le truc, mais en même temps je la trouve quand même légitime cette question. C'est pas, et c'est pas une question comment on va sauver le monde, c'est une question qui me touche parce qu'elle est vraiment individuelle, de gens ici qui disent bah en fait moi ça me touche mais comment, quels sont mes possibles. Et en fait là où je pense que évidemment que la pratique est centrale, mais qu'il y a quand même quelque chose d'autre, c'est que et là-dessus en fait je reste quand même très, je sais pas si je reste très descolienne, mais en tout cas je pense qu'il y a quand même la question d'ouvrir en fait des cartographies possibles de relations au monde dans les têtes, je veux dire, je sais pas si c'est dans les têtes, dans les âmes, dans les esprits, dans les intériorités. Bon, pour multiplier les termes, je pense que c'est bien si on continue de multiplier plutôt que de faire des concepts trop étroits et qu'on risque de réifier par la suite pour penser. Mais en tout cas, je pense que en fait ça, et c'est ce que raconte le livre tout du long en fait aussi, c'est que quand même pour renouer avec ces pratiques concrètes, il y avait quand même une cartographie des relations au monde qui était là à disposition. Et vous allez me dire ah bah oui mais en fait c'est pas la nôtre de cartographie. Bah en fait moi mon boulot c'est de faire que peut-être que si. Sinon en fait ça n'a aucun sens d'écrire un livre comme ça, parce que en fait évidemment les événements du Kamtchatka ils vont pas le lire ce livre. Et donc l'idée c'est quand même justement de rendre accessible cette cartographie dans laquelle nous aussi, c'est pas qu'on va aller extraire, mais c'est qu'en fait il y a des endroits de nous où on la partage. C'est juste qu'elle a été je pense plus en fait écrasée par les institutions, par le monde dans lequel on vit. Mais c'est c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est justement pour réouvrir des possibles en fait. Et ces possibles, ils sont accessibles à notre esprit. Et ça, c'est déjà un lieu de liberté politique. Si ça opère des déplacements ontologiques en nous-mêmes, en fait, c'est déjà un grand pas, quoi. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à la fin du livre qui est assez mélancolique, je trouve. En même temps, il y a beaucoup d'optimisme dont vous parlez, vous dites votre optimisme, mais il y a aussi quelque chose d'un peu mélancolique, puisque vous finissez quand même par, pas que par lui, hein, mais il y a Appa, le fils de Appa Ier, qui était le chaman mort en 1975 du groupe Even, ce fils qui est resté dans la forêt un peu à côté du groupe sans trop s'y mêler, et vous finissez par une phrase qui est assez belle, et puis à lundi matin on aime bien ce genre de phrase, mais en même temps qui a une charge mélancolique. Vous voulez la lire Non, allez-y. J'attends la catastrophe, parce que quand elle viendra, je veux pouvoir la regarder bien en face, droit dans les yeux. Je serai là où tout commencera et où tout finira. En attendant, je rêve.
Et ensuite, vous avez d'autres propositions qui sont plus, l'humour animiste, etc., qui nous permet de ressouder, retourner sur les rêves, etc. Mais il y a quand même une atmosphère de fin de livre où moi j'avais un pincement, quoi. J'étais un peu triste, je me disais, en fait, on est là, en fait, on est comme à pas, enfin en tout cas moi je me sentais comme à pas, c'est-à-dire regarder la catastrophe advenir, être prêt peut-être à la regarder dans les yeux, mais en attendant je rêve, c'est-à-dire que je me dis, je ne vais pas au-devant de cette catastrophe pour prendre ce qu'il y a à prendre dans ce qui va s'effondrer et recomposer des mondes ou des choses comme ça. Et c'est pour ça aussi que je voulais mettre un peu en rapport avec l'anarchisme et tout. C'est parce que finalement, dans votre livre, comme dans d'autres livres d'anthropologie anarchiste, à la fin, on a le sentiment que c'est plus possible du tout de penser une action collective, mais plus seulement de petits collectifs qui se sauvent la mise, mais quelque chose de plus large, plus massif. Et évidemment, je dis pas qu'il faut le refaire, hein, je suis pas marxiste, mais il y a quand même un truc qui rend nostalgique, quoi, qui se dit, bah, du coup, on va être plein de gens, peu nombreux, à regarder les choses tomber. Enfin bon, ouais. Voilà, mais en rêvant, oui. Avec cette puissance onirique que vous avez montré, qui est vraiment pratique, puisqu'il y a des moments, ces rêves poussent des gens à faire d'autres choses. Poussent des gens à partir, poussent des gens à revenir dans le territoire, poussent des gens à quitter l'entreprise qui les exploite. Donc il y a quand même une puissance. Mais il y a quand même un truc très ténu, assez fragile aussi, en fait, par rapport... Bah oui, mais ça me semblait impossible de finir autrement que comme ça. Je veux dire, avec un... Comment dire, c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, c'est juste que le rapport de force, il est là. J'ai fait exprès de finir par la question de la mine, parce qu'en fait, cette mine, évidemment, avec la transition écologique qui va nous permettre, nous, modernes, de nous décarboner, bah en fait, tous les rêves de ces gens et toutes les manières d'être au monde, elles vont mourir, c'est-à-dire qu'un jour, littéralement, il va y avoir des produits chimiques qui vont être déversés dans la rivière et tout le monde va mourir. Et ça, ça se passe ici, ça se passe à cet endroit-là, mais ça se passe partout dans le monde à l'heure actuelle. Et ça va aller de plus en plus fort parce que les mines là vont redevenir une question de prime importance. Donc c'est ça. En fait, c'est juste terrifiant. C'est terrifiant. Et surtout, en plus, au nom de la croissance verte, au nom de l'écologie, en fait, voilà ce qui va se passer. Et... Peut-être juste qu'il faut faire des rêves, mais qu'il faut aussi faire la guerre en même temps. c'est un peu la suggestion, mais sans le dire. Mais qui va faire la guerre pour eux ? Qui va faire la guerre pour eux ? Voilà, des guerriers oniriques. Des guerres oniriques. Non, c'est... Les batailles nocturnes, en fait. Bon, pardon. Ça existait. Oui. Ça existait pendant le Moyen-Âge, des batailles nocturnes. Oui, mais c'est le livre. Oui. Non, c'est un mindfuck, en fait. C'est vraiment compliqué de faire en sorte que l'esprit ne bute pas contre cet état de fait dans lequel on est tous plongés. Et oui, enfin, les réponses, elles sont ténues, elles sont fragmentaires, elles sont dispersées, mais en même temps, je me dis que si on est plusieurs à leur restituer une existence et une puissance, je sais pas, enfin, si on arrivera à changer le monde, mais en tout cas, on essaie.